Chères téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de Politis. Ce soir, je serai accompagné du professeur émérite de sociologie, Cheikh Sadbou Kamara, qui est depuis 1982 consultant international en développement. Il a notamment été vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, et président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en Mauritanie. Cheikh Sadbou Kamara est l'auteur de l'Afrique Espérance en 2011, un essai paru dans des éditions Harmattan. Monsieur le professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté, je serai avec Mohamed Nejara, auteur de la société civile, président de l'ONG Hadid, vice-président du CNPJ, membre du réseau des organisations de société de la sécurité alimentaire, membre de l'équipe humanitaire pays, membre de l'Alliance Cash et Protection Sociale, membre du Scouting Up Nutrition, partenaire de Corail, ONG française et collectif des maires de La Saba. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, avec mes deux invités, on discutera de cet acteur jusqu'à présent inconnu au service des femmes et des hommes de la communauté multiculturelle qu'est le parajuriste. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, excusez-moi une fois encore, merci d'être parmi nous ce soir. Petite introduction, si vous voulez. Le ministère mauritanien de la Justice a élaboré en 2015 une stratégie nationale d'accès à la justice, SNAJ. À cette occasion, le concept de parajuriste a été défini et l'importance du rôle que peuvent jouer ces parajuristes a également été mise en exergue, une première dans le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le projet Promotion des droits humains et dialogue sur les droits humains, exécuté par la GIZ, a réalisé de nombreux travaux, et ce, en collaboration avec le ministère de la Justice et les organisations de la société civile. Il en est ainsi l'élaboration du statut et du code de conduite du parajuriste adopté par les organisations de la société civile en juin 2016. Dans cette émission de Politis, nous allons donc faire connaissance avec le parajuriste, avec mes deux invités. D'abord, Cheikh Saad, professeur en sociologie, Cheikh Sadbou Kamara. Qu'est-ce qu'un parajuriste? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs, nos téléspectateurs, et dire combien je suis ravi, dans mon pays, en Mauritanie, de pouvoir m'exprimer et échanger avec eux, ce que j'espère. Un parajuriste, c'est un citoyen issu d'une communauté dans laquelle il vit et qui facilite pour les citoyens qui sont autour de lui un certain nombre de démarches et de procédures. C'est donc un accompagnateur, c'est un accompagnant, c'est un éclaireur. Il ne faut pas voir à travers lui un spécialiste du droit. Ce n'est pas non plus un auxiliaire de justice, genre avocat ou autre, ou huissier ou notaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui vient pour aider les populations dans ces démarches au quotidien et pour rendre d'autres services sur lesquels nous reviendrons. Très bien. Monsieur Mohamed, le parajuriste, comme l'a dit le professeur, n'est ni avocat ni spécialiste de droit. Quel est son rôle donc? Bon, le rôle du parajuriste aujourd'hui, c'est quelque chose qui exige le contexte où nous sommes aujourd'hui, qui est l'accès de la justice à toute la population, y compris les populations éloignées, surtout dans un contexte similaire au nôtre, un pays très vaste, très enclavé, connaissant ce problème aujourd'hui de sédentarisation anarchique et de taux élevés d'analphabétisme qui met nos populations dans une situation soit d'accès aux politiques ou aux lois ou autres. Si je peux me permettre, aujourd'hui, si je prends l'exemple aujourd'hui de l'accès à l'état civil, il y a eu des investissements, il y a un état civil, il y a des services, mais parfois
on ne sollicite pas les services parce que on ne sait pas comment accéder à ces services ou on croit que c'est très difficile d'avoir l'acte de naissance de son enfant. Or, que ces parajuristes auront comme rôle d'édifier ces populations sur comment ils peuvent être en possession de ces droits. Ils peuvent dire, bon, à une femme, à titre d'exemple, qui accouche dans une maternité, il ne vous coûte rien, au moment de votre accouchement, de demander à ce que cette structure sanitaire délivre un certificat d'accouchement. Et sur la base de ce certificat d'accouchement, on délivre facilement à un enfant, à la naissance, son acte d'état civil. Ce n'est qu'un exemple. Parmi tant d'autres qui aujourd'hui peut être cité comme besoin de proximité. Si je prends l'exemple du Conseil des ministres de 17 hier, le gouvernement encore vient d'adopter des mesures extrêmement importantes, amenant le journal officiel à être mis en ligne pour l'intérêt de sa connaissance par toute la population, mais encore sa proximité pour les populations qui sont proches. Aujourd'hui, dans ce contexte, et à l'instar des autres pays de la sous-région, le parajuriste, c'est quelqu'un qui est là, comme l'a si bien dit le professeur Cheikh Saadbou, qui n'est ni un juriste, ni un avocat, mais c'est quelqu'un qui a toujours existé dans le contexte avant, comme les musulmans, comme des gens qui travaillent pour la cohésion des populations, qui travaillent pour mettre à leur disposition un certain savoir qui rend ces populations plus éveillées par rapport à leurs droits et obligations. Très bien. Professeur, le parajuriste doit-il être... Est-ce que c'est un homme ou une femme Bonne question, Sid Ahmed. C'est une personne, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Mais ça peut surtout être quelqu'un qui est connu et reconnu par les populations parmi lesquelles il vit. Rappelons-nous, il y a des cas de type de ce genre. Il y a eu il y a quelques années ce qu'on appelait les AVB, les agents de vulgarisation de base ou à la base. Ouais. Et c'était des personnes qui vivaient avec les communautés, qui menaient des activités, qui connaissaient leurs traditions et qui parfois déménageaient avec elles quand ils nomadisaient. Et ce qui était surtout important, c'est qu'elles appartenaient à la communauté de par leur choix, de par entre guillemets leur sacrifice. Un deuxième exemple que je peux citer, et tout à l'heure Mohamed Blizara en a parlé, c'est le fait de pouvoir faire disséminer, faire connaître, sensibiliser les populations pour les informer de ce qui se passe. Et enfin, un troisième exemple, ce sont les accoucheuses traditionnelles ou les agents sanitaires qui sont formés sur le tas et qui vivent parmi les populations. Ça ne suffit pas comme critère. Il faut que ce soit une personne équilibrée, il faut que ce soit une personne qui ait de bonnes relations avec les populations, mais aussi de bonnes relations avec les autorités locales. Et ces des services sont rendus sans contrepartie. On ne les paye pas, ils le font à titre bénéfique, à titre non lucratif, bénévole. Et ce qui est très remarquable chez eux, c'est qu'ils vont à l'information et une fois qu'ils l'ont recueillie, ils vont la disséminer dans les langues des populations. Ils ont une autre fonction qui est importante, ils servent de médiateurs. Un parajuriste, c'est un médiateur social qui essaie de prévenir les conflits, qui entre autres peut essayer de faciliter la résolution de certains conflits, notamment en s'appuyant sur nos traditions, la parenté à plaisanterie, le cousinage, les relations traditionnelles entre nos différentes populations. Donc c'est un homme extrêmement important dans la communauté. Très bien. Mohamed, un parajuriste peut être généraliste ou bien se spécialiser dans une branche juridique particulière? Il n'est ni juriste ni spécialiste de droit. Si vous voulez, c'est une personne qui est crédible, qui a une certaine probité au niveau, qui est reconnue, qui a une certaine légitimité dans son milieu, son village, son campement, son groupe, qui est reconnu pour ça, comme vient de le dire le professeur, mais
qui sera outillé encore en matière de communication, de texte, de moyens aujourd'hui de communication. Ce qui veut dire que c'est des fonctions qui existaient dans nos sociétés, mais aujourd'hui, il faut les adapter à un contexte institutionnalisé. C'est ce qui manquait aujourd'hui, parce que là où nous sommes, vu l'éloignement de nos villages, de la méthode, nos systèmes culturels d'occupation des espaces ou de sorte, on ne peut pas nous couvrir par tous les services. Et aujourd'hui, dans tous les pays de la sous-région, parce que les parajuristes, ce n'est pas seulement au niveau de la Mauritanie, ça existe encore au niveau des autres pays de l'Afrique. Nous, on vient d'adopter cet outil de communication pour pouvoir remédier ou accompagner l'accès de ce service de justice qui devient un service similaire à l'accès à la santé, à l'accès à l'éducation et à l'accès à l'eau, qui sont des droits reconnus. Et aujourd'hui, pour qu'on arrive à pouvoir bénéficier de l'enseignement ou de la santé, il y a des méthodes. Et pour qu'encore on arrive à pouvoir bénéficier de l'accès du service de la justice, on a besoin encore de quelqu'un qui nous édifie sur les voies ou sur les outils ou sur les moyens et qui sera renforcé dans sa mission. Et pour ce faire, tous les parajuristes, le parajuriste doit être affilié à une organisation de la société civile qui doit renforcer ses capacités, qui doit l'outiller et qui doit surveiller encore son comportement pour qu'il reste dans le cadre exactement de sa mission ou de son environnement. Très bien. Professeur, je reviens un peu sur la formation de ces parajuristes. Comment forme-t-on un parajuriste? Très bonne question. Il faut d'abord qu'il soit désigné par les populations parmi lesquelles il vit. La formation va consister en une série de formations théoriques et de pratiques, mais surtout de formations sur le terrain. Vous savez, longtemps dans les mahadras, on formait des gens qui à leur tour allaient former d'autres gens. Un peu partout, on appelle cela la formation de formateurs, qui selon moi est la première étape d'un programme de formation. Donc les formateurs de formateurs seront formés au plan central, au plan national, et après ils pourront être disséminés au plan des Mourata, au plan des régions, pour pouvoir continuer à former des populations, des parajuristes. Mais j'aimerais revenir sur un point qui est extrêmement important, c'est que le parajuriste doit être quelqu'un qui est non seulement honnête, mais qui est rigoureux dans sa vie et qui a la même attitude par rapport aux populations. Qui a la confiance de toute la population. Absolument, absolument. Et il doit les sensibiliser et communiquer avec elles et aller chercher l'information pour la leur délivrer. Mais il doit aussi être prêt chez lui à recevoir à n'importe quelle heure des populations qui viennent se renseigner pour un service qu'il peut leur rendre. Un autre aspect qui me semble assez important, qu'il faut souligner, c'est que c'est un volontaire. Donc c'est comme ça qu'il est formé, je l'ai rappelé, et il est volontaire, issu des populations, parlant leur langue, connaissant leurs coutumes, et ayant de bons rapports tant avec les populations qu'avec les autorités locales et régionales. Professeur, pourquoi nous l'avons appelé parajuriste? Pourquoi pas parasocial, para... Bonne question. Quelle est sa relativité avec la jurisprudence? Oui, alors, avec le volet juridique, c'est parce qu'à l'origine, le terme vient du Canada. Les Québécois, les Canadiens francophones ont un statut spécial pour le parajuriste, qui est rémunéré et qui est considéré comme un huissier ou comme quelqu'un qui remplit cette fonction. On l'a généralisé à d'autres pays, mais en l'adaptant. On l'a adapté pour l'adopter. C'est-à-dire on l'a pris, un peu comme vous prenez un boubou, et votre tailleur prend vos mesures, et à ce moment-là, vous portez le boubou. Mais sans être aussi ample qu'un boubou, le contenu du parajuriste consiste à être au courant de ce qui se passe dans sa région et d'en informer illico presto les populations autour de lui. C'est quelqu'un qui va alerter les populations, qui va les accompagner dans l'explication, mais qui va surtout insister sur la citoyenneté.
le respect et la connaissance des droits, mais aussi le respect des devoirs. Et en ce sens, c'est un soutien à l'effort de développement, c'est un soutien à la démocratie, et c'est un agent actif assez valorisé de la société civile. Ce que nous souhaitons en Mauritanie, c'est qu'on puisse mettre en place un dispositif, comme dans d'autres pays, où les parajuristes seront présents dans toutes les wilayas, même au niveau du Mokata, mais il faut une coordination nationale, et il faut en face que l'État, dans ses prérogatives qui lui sont propres, puisse réglementer toutes ces actions et ces activités pour que les gens soient en conforme par rapport à la réglementation qui sera édictée. Ça, c'est important. Absolument. Très bien. Mohamed, est-ce qu'il y a eu des journées de formation pour des gens qui sont actuellement parajuristes en Mauritanie? Bon, avant d'arriver au problème de la formation, je vais revenir un peu à l'aspect parajuriste. Tantôt, j'avais parlé de l'accès à la justice aujourd'hui comme un service, au même titre que la santé, au même titre que l'éducation. Il n'échappe à personne aujourd'hui qui ne veut rien dire si on dit à quelqu'un, bon, c'est un paramédical. Il y a des bénévoles dans la santé qui ont été pris depuis très longtemps, qui n'étaient pas du corps médical. Aujourd'hui, on prend des parajuristes parce que c'est des gens hors la justice, en dehors du système judiciaire, qui ne sont ni des spécialistes de droit, ni des avocats, mais c'est des gens qui aident cet accès à la justice en dehors de la spécialité de justice. Parce que moi, en tant que bénévole, devant un professeur ou devant un médecin, je peux amener, je peux ouvrir, je peux aider, mais le médecin, c'est l'autre. D'où un peu parajuriste par rapport à paramédical. Bon, je sais que par rapport aux formations, on est au début aujourd'hui de ces programmes. Si vous voulez, c'est un bébé en cours de naissance. Il y a plusieurs ateliers. Comme vous connaissez encore dans notre système aujourd'hui organisationnel, il faut commencer par les structures parce que ces parajuristes sont affiliés à des structures. Ils ne peuvent pas être directement sans lien parce qu'il faut une délégation quelque part. Cette délégation va être de cette association ou une ONG ou autre. Et c'était ce niveau aujourd'hui sur lequel on était en train de travailler ces derniers mois. On a fait des ateliers, on a fait les... Avec qui vous travaillez avec? Avec la société civile nationale, en partenariat avec le ministère de la Justice, la coopération technique allemande, dont le projet a été cité maintenant. Il y avait toute une feuille de route amenant à l'aboutissement d'un cadre national, aujourd'hui en cours de reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur. Il suit le processus normal de reconnaissance des associations conformément à la loi 64 et qui est de nature maintenant à accompagner ce dispositif sur le plan national. Très bien. Si vous permettez, c'est Ahmed, oui. Je vais juste ajouter que lors de ces ateliers, grâce à l'appui des consultants, les participants ont pu prendre connaissance de la définition du parajuriste, du code de conduite, et ils ont accepté de signer une déclaration de Nouakchott, justement ouvrant la voie aux perspectives de création d'un mouvement, d'une dynamique qu'il va falloir formaliser, ce dont parlait tout à l'heure Mohamed Brejara. Mais je dois ajouter un élément important. Le plaidoyer s'est fait en direction des populations parce qu'elles ne savent pas encore quelle va être la fonction, les missions, les prérogatives de ces parajuristes. Mais en même temps, il faut s'ouvrir à la presse qui peut servir de relais par rapport à la société civile dont nous sommes membres afin d'informer les populations de cette fonction et du rôle du parajuriste. Mais surtout, il faudra savoir que l'État s'engage à accompagner la formation du citoyen
et surtout à lui servir un certain nombre de services, d'éléments. Mohamed tout à l'heure a parlé de la santé, moi j'ai parlé de l'agriculture, etc. Très bien. Et c'est important que les citoyens soient dans un bien-être, un repos mental, intellectuel, et qu'ils puissent accéder, s'ils voient la radio ou la télévision qu'on parle de parajuste, qu'ils sachent de quoi il s'agit. Mais j'irai beaucoup plus loin. Je dirais que nous avons un rôle, non seulement de formateur, mais aussi un rôle d'écoute. Il faut écouter les populations, il faut essayer de savoir, d'identifier quels sont leurs besoins, leurs attentes. Et en ce sens, nous aidons les participants à nos ateliers à se prémunir, à se munir de techniques de communication, techniques d'expression orale, techniques d'expression écrite, et à pouvoir dialoguer avec les populations afin de savoir ce que les populations veulent connaître et de transmettre aux populations un certain nombre de données de savoir. Et en insistant sur le fait qu'il faut non seulement respecter les devoirs, il faut demander que les droits soient respectés, mais il faut être obéissant par rapport au civisme. Cela est très important. Très bien. Mais ces parajuristes, vous voulez continuer? Non, non. Très bien. Ces parajuristes doivent travailler sous l'autorité d'un avocat? Non, pas du tout. Ils ont leur propre structure. C'est des membres de la société civile. La société civile est composée de plusieurs associations et une association ou plusieurs associations pour s'occuper du parajuriste au niveau national et avec des démembrements au niveau régional et au niveau local. Mais ce qui est important surtout, c'est l'état d'esprit. Une fois que l'état d'esprit est bien assimilé, en ce moment, le parajuriste pourra se promener et nager comme un poisson dans l'eau, selon le fameux proverbe chinois. Très bien. Encore faut-il avoir de l'eau et savoir nager. Très bien, c'est vrai. Mohamed, où travaille un parajuriste? Il travaille au sein de la communauté de laquelle il est ici. C'est quelqu'un qui est choisi, comme on l'avait bien expliqué, par sa propre communauté, son village, son campement, sa localité. C'est de ça où il tire sa légitimité. Il est bénévole, il n'est pas payé, il est reconnu par cette communauté, il est appuyé, ses capacités sont renforcées, il est formé par les organisations de la société civile. Sur les textes, sur les politiques, sur les stratégies, sur ce qui concerne le citoyen de façon générale. Parce que quand on revient aujourd'hui sur la Convention internationale des droits de l'homme, sur la Charte africaine, sur les stratégies du pays, le citoyen a un grand rôle. Tout ça se fait dans le cadre de la participation du citoyen ou pour veiller sur ses droits ou sur ses obligations. Donc il est opportun aujourd'hui que ce citoyen ait la connaissance de proximité. Et j'ai cité, je vais revenir là-dessus, que le gouvernement, dans le Conseil des ministres du 17-11-2016, a commencé maintenant à sentir le besoin de rendre le journal officiel, qui est un journal qui regroupe l'ensemble des textes législatifs réglementaires du pays, et il est en train de les mettre en ligne et les mettre encore à proximité des populations dans toutes les régions. C'est ce qui est ressorti hier. Donc, ça veut dire que ce qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui, c'est les mêmes réflexions et ils vont dans le même sens par rapport à la mise à disposition de ces populations des textes et des informations utiles. Donc, ces parajuristes aujourd'hui seront un canal qui peut permettre de drainer l'ensemble des informations destinées aux citoyens. Maintenant, ce n'est ni des juristes, ni des spécialistes de droit, mais c'est des personnes qui seront formées en matière de communication pour pouvoir former, faciliter, aider, appuyer les populations dans leurs devoirs et leurs obligations. Très bien. Vous avez quoi ajouter sur au travail de parajuriste? Non, je crois que ça a été compris. Très bien. Et quelles sont les qualités nécessaires pour travailler dans le secteur parajuridique? Alors, il faut d'abord des qualités humaines, il faut avoir de la patience, il faut être perspicace, il faut être très courtois,
Parce que si vous voulez obtenir quelque chose de Mohamed, il faut être courtois à son endroit. Bien sûr. Et si vous l'écoutez pendant qu'il parle, lui, à son tour, vous écoutera quand vous allez parler. Ça a l'air très simple, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Vous avez dû voir souvent dans nos villages, nos campements, nos villes, des personnes qui crient à haute voix, et un étranger qui les verrait pense qu'elles vont se bagarrer. Or, en réalité, c'est une tradition chez nous. Les gens croient que celui qui a le plus de décibels a forcément raison. Ce n'est pas évident. Parfois, il a raison, parfois, il n'a pas raison. Mais j'en reviens à des éléments plus sérieux pour dire qu'il doit être quelqu'un de stable. Il doit être quelqu'un qui ayant fait le choix des populations, à leur confiance, et ne pas essayer de dribbler, comme diraient les jeunes, ou de ne pas agir conformément à l'attente, aux attentes des populations. Il doit surtout avoir une bonne réputation. Et aussi, il doit essayer de prévenir, par exemple, les conflits et les sources de conflits, et de désamorcer les tensions pour éviter que le feu ne prenne dans les populations. Vous savez, dans les années 87-90, il me souvient qu'il y avait une grande campagne pour lutter contre la déforestation. Il y avait des programmes de gaz, etc. Et l'un des éléments qui m'avait beaucoup frappé, c'est que les gens disaient, mais on ne sait pas comment ça fonctionne le gaz. Et puis pour nous, le gaz, c'est très cher. Et puis pour nous, nous sommes habitués à prendre du bois, donc c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors il leur a été répondu qu'il y avait des campagnes de population, d'experts du ministère du développement rural à l'époque, qui, avec l'aide des délégations dans les régions, ont fait des séminaires pour que les gens voient d'abord on peut passer par des transitions. Du charbon à 100%, on peut aller à charbon à 40 ou à 20%, et on peut trouver des substituts, donc des fourneaux aménagés, améliorés, des foyers améliorés, comme les appelez, ou bien le gaz, etc. Actuellement, quand vous regardez nos villes, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le gaz, mais ça coûte cher. Donc il faut faire une campagne de sensibilisation pour ne pas détruire la forêt. Il faut élaguer, donc récupérer quelques branches et commercialiser cela. Mais il faut surtout éviter que les gens ne continuent toujours à faire la cuisine spécialement et entièrement avec les charbons de bois. Voilà un exemple. Très bien. Très bien. Mais je rebondis un peu sur votre intervention. Là, vous avez parlé un peu dans les campements. Est-ce que ce rôle peut être joué par un homme qui est du village, qui n'a pas une certaine culture? Oui, alors vous savez, on confond souvent les connaissances, l'intelligence et la culture. Il y a des diplômés qui ne sont pas cultivés. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme qui sont cultivés. Attention, je n'ai pas dit qu'il valait mieux ne pas être diplômé. On n'a plus de chance d'être cultivé si on est diplômé. Mais vous avez des sages parmi nos populations. Vous avez des gens qui se sont construits, qui sont formés tout seuls. Dans un séminaire récemment, hier je crois, je parlais de l'éducation qui doit être perçue sous 3 angles. L'éducation formelle à l'école avec des diplômes, l'éducation non formelle au sein de la famille et l'éducation informelle au sein de la société. C'est l'imbrication de ces 3 niveaux, éducation formelle, éducation non formelle et éducation informelle, qui permet de constituer la personnalité de l'individu. Et des chercheurs américains ont démontré qu'à l'âge de 8 ans, la personnalité de l'individu est déjà plus ou moins formée. C'est pour ça qu'il est important de faire l'éducation préscolaire de nos enfants. Et les enfants qui réussissent dans l'éducation préscolaire ont de fortes chances de poursuivre leurs études beaucoup plus loin. Je vous dis ça pour vous informer parce que vous allez certainement être intéressé par l'éducation des enfants. Absolument. C'est notre premier souci, professeur. Absolument. Très bien. Mohamed, vous allez m'excuser, j'ai posé beaucoup trop de questions sur le parajuriste, parce que c'est une nouvelle fonction que tout le monde doit savoir. Je reviens. Quelle est la mission du parajuriste? Bon, la mission du parajuriste, on va revenir toujours là-dessus. Tant qu'il y a un déficit, que ce soit en matière d'offre de services de justice ou en matière de mise à niveau de nos populations, en matière de connaissance des textes ou de leurs obligations ou de leurs devoirs, on doit toujours penser à un outil qui peut tirer ce service jusqu'aux populations. Parce que les populations sont dans leur droit d'être informées, de savoir
d'avoir la connaissance des textes, des politiques. Et aujourd'hui, dans un contexte comme le nôtre, sur lequel j'ai insisté au début, où on a ce problème de sédentarisation anarchique, de taux élevés d'analphabétisme, de culture peu sédentaire ou peu institutionnalisée, si vous voulez, parce que beaucoup de nous, si je reviens sur l'exemple de l'état civil, beaucoup de Mauritaniens aujourd'hui ne pensent à faire un acte pour leurs enfants que quand l'enfant est en âge avancé quand il est devant l'école. Bon, quand on l'amène devant l'école, on lui dit, bon, écoute, où est son acte de naissance? C'est à ce moment que les gens commencent à se poser la question. Et je crois, et il est aujourd'hui un constat, parce que ce n'est pas nous les premiers à innover pour pouvoir mettre en place les parajuristes. C'est quelque chose qui a été testé comme innovation pour combler ces vides aujourd'hui entre le niveau du service, son offre, et le niveau des populations auxquelles on met en place un service. Parce que ce soit le poste de santé ou la maternité ou l'école, une fois faite, la population doit savoir que ce service, il est pour elle. Et elle doit partir pour bénéficier de ce service. Ce parajuriste, il est là pour appuyer ces populations, pour leur expliquer, parce que si c'est la première fois que je rentre chez un qadi ou un juge pour mon droit, parfois je préfère ne pas partir parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Mais si je sais que je suis éclairé, il y a quelqu'un qui peut me donner, comme les bouslah qu'on avait dans nos contextes, on avait toujours nos recours traditionnels. Mais je reviens là-dessus aujourd'hui. On voit, si vous voulez, on migre de notre système traditionnel vers un système plus institutionnel, parce que c'est les institutions aujourd'hui, c'est la nation, c'est l'État, c'est les lois, c'est les politiques. Mais en tant que citoyen, dans mon petit village éloigné, c'est cet outil aujourd'hui qui va me permettre d'être informé sur ces outils de droit ou qui va me faciliter mon accès à ce droit. Si vous permettez, Oui. je vais vous montrer en quoi le parajuriste peut aider les populations à décrypter la réalité. Vous, en tant que journaliste, vous transmettez une information, vous attendez à ce qu'elle soit répercutée, disséminée, et les populations se posent des questions et n'ont pas compris pourquoi cet arrêté, pourquoi ce décret, pourquoi cette loi, pourquoi un parajuriste, etc. Elles vont s'adresser ces populations au parajuriste qui va leur expliquer de quoi il s'agit. Donc, si vous voulez, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va se fonder sur la facilitation et sur l'animation pour communiquer avec les populations qui vont lui poser des questions sur ce qu'elles ne comprennent pas. C'est une façon de se former aussi. Et il y a autre chose qui est extrêmement important, c'est qu'il y a des relations entre les populations qui sont restées dans les zones rurales et celles qui ont émigré et qui vivent en Nouakchott dans les grandes villes. Le parajuriste permet aux populations issues de ces communautés d'avoir des informations de leur communauté. Parce que lui, il communique avec son collègue qui est sur le terrain. Et qui plus est, ceux d'entre eux qui sont informés, à leur tour, à l'image du parajuriste, vont aller informer leurs parents et leurs familles. Donc non seulement le parajuriste fait un rôle de vecteur de transmission de l'information, de la communication et du savoir, mais il donne l'idée à nos compatriotes d'en faire autant vis-à-vis de leur population. Donc c'est un éducateur. Très bien. Professeur, est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des parajuristes qui sont énumérés, qui sont payés. Est-ce qu'ils peuvent être énumérés ou recrutés ici en Mauritanie? Non, tout ce monde, tout ce public, les parajuristes, les formateurs, tout ça sont des Mauritaniens. Il y a peut-être des fois des consultants qui viennent de l'extérieur, mais pour une courte période, 2-3 semaines, etc. Et certains d'entre nous ont eu à avoir des formations à l'extérieur où on côtoyait des gens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des méthodes
participatives. Oui, bien sûr. Alors ces méthodes participatives, au début, elles étaient faites par des étrangers, mais maintenant elles sont de plus en plus faites par les Mauritaniens. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes certainement au courant d'un certain nombre de fédérations de sport et autres qui n'existaient pas chez nous avant, donc on s'est organisé. N'oublions pas qu'il y a 3 cercles auxquels nous appartenons. Nous appartenons au monde, la mondialisation. Il y a les Nations Unies qui nous aident à intégrer un certain nombre de lois, un certain nombre de réglementations, etc. Nous appartenons à l'Afrique et nous appartenons à la sous-région. Nous avons la chance, la Mauritanie, d'appartenir à 2 sous-régions. Nous sommes à la fois arabes et négro-africains. Et cela, c'est en plus, parce que quand il y a une décision qui est prise pour une région de l'Afrique, pour nous, elle est prise 2 fois. Et cela est une confirmation. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait qu'il y ait un panorama social pluriculturel ou multiculturel. Ça, c'est une source d'enrichissement. Nous ne devons pas dire on ne doit pas apprendre plusieurs langues. Au contraire, il faut apprendre plusieurs langues pour être bien armé, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir comprendre le monde, pour pouvoir suivre les événements et pour pouvoir communiquer avec ses enfants. Enfin, je termine là-dessus. Nous avons des personnes très jeunes comme moi qui sont à la retraite. Il faut les utiliser. Nous avons d'autres personnes un peu plus âgées comme Mohamed. Il faut aussi les utiliser. Or, ces transferts de savoir et de connaissances, c'est quelque chose de permanent. Et c'est quelque chose qui nous vient de nos ancêtres et qui nous permet de nous tremper davantage, de nous insérer davantage dans les communautés dans lesquelles nous vivons et dont nous sommes issus. Donc, je peux en tirer par là que le parajuriste peut en tirer profit. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, s'il y a des étrangers qui viennent, ils ont besoin de parajuristes comme indicateur. Et comme ça, il peut gagner son pain quotidien. Non, le parajuriste est bénévole. Il appartient à sa communauté. Il est désigné par sa communauté. Ce dont le professeur a parlé, c'est que aujourd'hui, là où nous sommes, parfois il y a des domaines nouveaux dans le contexte où nous sommes. Et si ce domaine il est nouveau, on a besoin d'une expertise internationale ou régionale ou étrangère qui vient pour renforcer les capacités nationales. Si c'est en médecine, si c'est en bonne gouvernance, ou c'est dans tous les domaines. Et en matière de parajuriste aujourd'hui, il peut y avoir des consultants qui vont nous expliquer des outils, des méthodes, des innovations, des méthodes, des bonnes pratiques qui ont réussi quelque part. Mais les parajuristes sont des parajuristes nationaux. Oui, mais comment il va gagner sa vie s'il est toujours bénévole? Attends, lui, il est déjà dans sa communauté. Il vivait dans sa communauté. C'est-à-dire qu'il peut avoir un autre travail. Lui, il va faire ce qu'il faisait. Il a ses activités. Il a ses propres activités. Seulement, nous, on va l'outiller. C'est comme l'imam de mosquée au niveau du village, comme celui qui, si vous voulez, qui dirige la prière. C'est quelqu'un qui est élu par sa jama'a pour le faire, comme les miasiens dans le village. Lui, c'est une personne encore qui a eu la chance d'avoir cette confiance et qui est bénévole et qui déclare être une personne comme publique pour son propre village, qui met ses services à la disposition de toute sa population, et il sait qu'il a des atouts qui peuvent être utiles pour la construction de son village sur des domaines comme l'accès à la justice, ou l'accès à l'éducation, ou les changements de comportement, ou n'importe quoi relatif à l'amélioration des conditions de vie de sa communauté. Très bien. Professeur, j'ai posé cette question, qu'est-ce que recrute de parajuriste? Et je suis tombé sur ce petit paragraphe. Le recrutement du parajuriste dépend non seulement de l'évolution continue de la législation et de la réglementation, mais aussi du taux de croissance de l'économie. Pouvez-vous nous expliquer ça? C'est très simple. C'est ce que disait Mohamed Bezara tout à l'heure. Nous vivons dans un monde en transition. La Mauritanie de papa ou de grand-père, ça c'est moi qui le dis, hein. Oui. Elle est révolue. Mais il y a des survivances. Il y a des éléments qui survivent. Il ne faut pas les jeter.
mais il ne faut pas non plus les accepter ou continuer avec. Je donne 2 exemples. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent de façon instantanée, dès ce soir, que notre émission soit regardée en Amérique, en Asie, en France, etc. Ce n'était pas possible il y a longtemps. Mais imaginons qu'il y ait une communauté mauritanienne à Philadelphie et qu'ils s'intéressent à ce qui se passe en Mauritanie. Ils peuvent faire une causerie à partir de là, en essayant de savoir qu'est-ce que le parajuriste dans la région où ils sont en Amérique fait ou déploie comme effort. Vous avez posé à juste titre une question en demandant de quoi il se nourrit, de son travail. S'il est agriculteur, il va au champ, mais quand il rentre chez lui, il est parajuriste. S'il est professeur, il dit ça parce que moi j'étais professeur, ou je serai professeur encore. En ce moment-là, pendant que je suis professeur, j'enseigne, mais quand je suis plus professeur, je dispose de mon temps et j'utilise mon temps à aider les gens. Absolument. Donc, comme certains font du sport, comme d'autres font de la musique, etc. C'est ça qu'il faudra. Alors j'avais dit qu'il y avait un deuxième élément qui est important, c'est qu'il faudra insister beaucoup sur la diversité culturelle et sur les langues. Assez souvent, dans nos communautés, il y a des personnes qui parlent plusieurs langues. Ça, ce sont des personnes intéressantes, parce qu'elles facilitent la communication entre nos différentes populations et elles viennent avec un effort, parce qu'il faut un effort pour parler plusieurs langues. Et le plus grand conseil que je donnerai à ceux qui nous regardent maintenant, c'est d'encourager leurs enfants à faire de l'informatique. C'est indispensable. Apprendre 2 ou 3 langues internationales, dont l'anglais, mais aussi le français et peut-être l'arabe. Et surtout d'être ouvert à ce que si des gens viennent de l'extérieur, ils leur expliquent comment nous vivons. Et d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, parce que c'est par des échanges comme cela qu'on éveille les consciences. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, voilà, on a assez parlé de cet acteur au service des femmes et des hommes de la communauté multiculturelle qu'est le parajuriste. Monsieur le professeur, monsieur Mohamed, nous allons passer un peu à l'éducation et à la citoyenneté, droits et devoirs. Professeur, vous pouvez nous en Ça c'est un rôle extrêmement important et qui en principe devrait être joué par tout le monde. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 types d'éducation. J'insiste sur l'éducation non formelle et l'éducation informelle, parce que l'autre vous la connaissez. L'éducation non formelle, par exemple, on apprend à nos enfants tout petits à se laver les mains. À la maison. À la maison. On leur apprend à ne pas regarder les adultes dans les yeux, mais attention, quand vous êtes en France ou en Amérique, si vous ne regardez pas quelqu'un dans les yeux, il dit Mohamed a quelque chose à se reprocher. Il nous cache quelque chose. Donc, il faut donc les informer de attention. Moi, je ne vous regarde pas dans les yeux parce que chez moi, il est mal poli quand un jeune, un cadet, un benjamin regarde un adulte dans les yeux. Ils comprennent, mais après ils me disent mais professeur, ce type-là, il est faux fuyant. Je dis non, il ne peut pas vous regarder dans les yeux parce qu'il vous considère comme son père. Ouais. C'est difficile à comprendre, mais ça se comprend. Ensuite, c'est important, dans la famille, on apprend l'arbre généalogique, quels sont les liens de parenté, etc. Pas pour renforcer l'isolement, mais au contraire, pour renforcer la cohésion sociale. Si moi j'apprends à travers mon arbre généalogique que j'ai une parenté avec Mohamed ou avec vous, Sid Ahmed, c'est tant mieux pour cela. Et cela ne peut que renforcer le point de vue. Et si chaque famille fait son arbre généalogique, il y aura quelque part un endroit où on va se raccrocher. Même si quelqu'un comme moi est né à Fidérik, et son père était fonctionnaire là, même si quelqu'un d'autre est né à Tichy, on se retrouve à Kifa ou à Kaïdou ou ailleurs, ça revient. Il y a un autre aspect qui est extrêmement important dans l'éducation à la citoyenneté, c'est qu'il faut que le citoyen comprenne qu'il a des droits, droit à l'éducation, droit à l'expression, droit à avoir des informations, etc. Mais il doit aussi impérativement respecter ses devoirs. La citoyenneté, c'est 2 paliers. Une étape, les droits qu'on a, les obtenir, et deuxième palier, les devoirs qu'il faut respecter et qu'on doit respecter. Je vais terminer maintenant sur un aspect qui est très important pour nous. C'est lequel? C'est que c'est en nous organisant, en encourageant les populations à s'organiser, en formant davantage de para-juristes et d'autres spécialistes en communication, et les spécialiser en plaidoyer, et discuter avec les populations pour savoir qu'est-ce qu'on leur offre, et est-ce qu'ils comprennent quel type d'offre qu'il y a, et quelles sont leurs attentes, et quelles sont leurs demandes, que nous arriverons à combler le gap, le fossé qu'il y a entre certains qui habitent la capitale et d'autres qui habitent dans les régions. Très bien. Éducation et citoyenneté. Oui, l'éducation et la citoyenneté m'amènent à ma première expression liée à cette mutation aujourd'hui dans le contexte où nous sommes.
les lois dans le monde s'adaptent selon l'évolution du temps et des contextes. Aujourd'hui, les devoirs et les droits et les devoirs, comme les deux paniers cités par le professeur, ce qu'on met dedans, il ne cesse d'augmenter. Et chaque fois quand ça augmente, on a besoin d'un tuyau plus grand. Donc le flux devient plus grand et il faut s'adapter. Maintenant, la démocratie, c'est nouveau dans nos contextes. En Afrique, c'est venu les années 90. Maintenant, les parajuristes, la multiplication de l'information, même avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a toujours un déficit. Petit à petit, ce déficit, comme ce qu'on avait dans notre contexte, à l'éducation. Vous connaissez que nos premières écoles étaient des écoles, pratiquement, on a imposé à ce que les gens acceptent de s'instruire dans les écoles. Après, ça devient maintenant un besoin. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui par rapport aux services, ou par rapport aux parajuristes, ou par rapport à l'accès à cet ensemble de services qui, parfois, ils sont offerts, mais ils ne sont pas sollicités. Parfois, ils ne sont pas offerts, mais ils sont sollicités. Donc, ce qui veut dire que il y a un tas de choses qui nécessitent la participation de tout le monde pour la construction d'une nation. Très bien, merci Mohamed. Salem, je demande à Salem de nous montrer les images pour que mes deux invités nous les commentent. Salem. Comme vous voulez. Et Marrakech a terminé aujourd'hui. Sa COP 22. En grande pompe. Hein? Alors là, vous voyez, il y a un besoin pressant de parajuristes dans ce domaine. Il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits entre pêcheurs, il y a des conflits entre pêcheurs et mareyeurs, et il y a des conflits entre ceux qui viennent travailler sur les lieux de pêche et qui ne sont pas pêcheurs. Mais si dans ces communautés il y a des parajuristes, ils arriveront à faire de la prévention des conflits et amener les gens à travailler ensemble, à se compléter et à se solidariser plutôt qu'à imploser. Je suis toujours impressionné par le fait que quand une route est tracée, quand un puits est creusé, quand une école est bâtie, le nombre d'activités qui tournent autour. Je prends l'exemple de la route de l'Espoir. Quand elle a été créée, il y avait un flux de voitures qui est peu élevé. D'ailleurs, il y a un paramètre économique qui est bizarre. Quand on va construire une route, on demande combien de voitures passent par cette route. Très peu. Mais c'est sûr et certain que quel que soit l'état de cette route, dès qu'elle sera goudronnée, il y aura un plus grand nombre de voitures. Ça, c'est sûr. Mais on fait de la prévision. En ce moment-là, on essaye de faire des estimations. Sans goudron dans l'état actuel, combien de voitures vont passer. Maintenant, une fois qu'il est goudronné, combien de voitures vont passer. Je dis ça parce qu'il y a une préparation à faire. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une action, un programme, une politique, au sens politique de construction et de développement, qui n'ait besoin d'un éclairage et de dialogue entre les populations et les décideurs. Et c'est tellement vrai que beaucoup de bailleurs de fonds, de partenaires, exigent qu'il y ait une étude sur l'environnement et sur l'impact sur les populations de ces différents projets pour recueillir leur point de vue. C'est ce qui m'inspire en voyant ces images. Très bien, merci. Mohamed, un dernier mot, un commentaire sur le... Oui, ça nous réconforte aujourd'hui que ces parajuristes sont un besoin réel, surtout par rapport à l'environnement. Dès qu'il y a une difficulté par rapport aux ressources, une rareté ou une surexploitation des ressources, on a besoin de sagesse, on a besoin de compromis, on a besoin d'une gestion plus rationnelle et surtout
que dans nos pays aujourd'hui, on a des populations qui doublent tous les 20 ans, avec les changements climatiques, avec la pauvreté des sols, avec la rareté des pluies. Ça devient des casse-têtes sans une conscientisation des populations et sans leur implication dans la gestion de leurs environnements. Très bien. On me fait signe que le temps que nous est imparti est terminé, mais je ne saurais terminer sans vous donner le dernier mot, professeur. Merci, c'est gentil. Vous confirmez ma jeunesse. Alors, je suis très heureux, je l'ai dit au départ, que de tels débats aient lieu. Ce que j'aurais souhaité, c'est de faire un micro ou un appel téléphonique en standard avec les téléspectateurs qui pourraient poser des questions, les mêmes que vous, ou d'autres questions. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait parmi les prochains invités, qu'il y ait des femmes. Parce que je suis un partisan de l'approche du genre. Et je ne conçois pas qu'on puisse en expliquer quelque chose sans que les femmes ne participent. Très bien. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment au professeur Cheikh Saad Boukamara, à Mohamed Benejara. Je remercie infiniment les hommes de l'autre côté de la régie, Salem Mohaji Diallo, et au revoir et à la semaine prochaine.